Je soutiens que deux événements apparemment sans rapport, une décision judiciaire et le positionnement public d'une première dame, révèlent en réalité la même dynamique institutionnelle fondamentale. Lorsque le pouvoir présidentiel rencontre ses limites constitutionnelles, lorsque les tribunaux refusent de valider des revendications d'autorité excessive, quelque chose de subtil mais de profond se produit dans l'entourage immédiat du président. Même ceux qui semblaient les plus loyaux commencent à recalculer leur position, à créer de la distance, à signaler leur propre indépendance. Ce n'est pas de la trahison, c'est de l'instinct de survie institutionnelle. Et lorsque cette dynamique devient visible, lorsqu'une Cour suprême dit non et qu'une première dame prend ses distances le même jour, nous assistons à un moment où le pouvoir présidentiel découvre ses véritables limites. Ce moment n'est pas accidentel. Il révèle comment les institutions américaines fonctionnent réellement lorsqu'elles sont mises sous pression, non pas comme des obstacles figés qui bloquent simplement le pouvoir exécutif, mais comme des systèmes vivants qui réagissent, s'adaptent et finalement contraignent même les présidents les plus déterminés à reconnaître qu'ils ne peuvent pas gouverner seuls. L'opinion publique traite généralement ces événements comme deux histoires distinctes. D'un côté, une décision judiciaire technique sur un appel présidentiel, de l'autre, un développement personnel concernant la première dame. Les médias les couvrent séparément, les analystes les commentent dans des segments différents et le public les consomme comme des faits divers sans connexion profonde. Mais cette séparation rate l'essentiel, car ce qui relie ces deux événements n'est pas anecdotique, c'est structurel. Lorsqu'une Cour suprême rejette l'appel final d'un président, elle ne rend pas simplement un jugement technique sur une question juridique obscure. Elle envoie un signal à tout l'écosystème politique. Les limites constitutionnelles tiennent encore, les revendications d'autorité excessive seront rejetées et même le président doit se conformer aux règles ordinaires. Et lorsque ce signal est envoyé, il ne reste pas confiné aux salles d'audience ou aux facultés de droit. Il se propage dans tout le système politique, affectant les calculs de tous ceux qui dépendent du pouvoir présidentiel ou qui y sont associés. Les législateurs recalculent leur loyauté. Les conseillers reconsidèrent leur stratégie. Et même les membres de la famille présidentielle commencent à se demander s'ils veulent être définis uniquement par leur association avec un président dont l'autorité est publiquement contestée par les institutions les plus respectées du pays. C'est exactement ce que le positionnement public de Melania révèle. Non pas une décision personnelle isolée, mais une réponse rationnelle à un changement dans la configuration institutionnelle du pouvoir. Lorsqu'une première dame prend ses distances ou adopte une position distincte de celle du président, elle ne fait pas simplement un choix personnel. Elle reconnaît publiquement que son propre héritage et sa propre réputation ne peuvent plus être entièrement liés à une présidence dont les limites sont constamment exposées par les tribunaux et le Congrès. Le public ne comprend généralement pas cette dynamique parce qu'il traite la famille présidentielle comme une unité personnelle plutôt que comme un ensemble d'acteurs institutionnels avec leurs propres calculs stratégiques. Mais les premières dames ne sont pas simplement des épouses, elles occupent un rôle public avec ses propres contraintes, ses propres opportunités et ses propres considérations d'héritage. Et lorsque ce rôle entre en tension avec les intérêts immédiats du président, des choix doivent être faits. Le fait que ces choix deviennent visibles précisément au moment où la Cour suprême impose des limites claires au pouvoir présidentiel n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que les institutions américaines fonctionnent encore comme un système interconnecté où les signaux envoyés par une branche affectent le comportement dans toutes les autres sphères du pouvoir. La Cour suprême occupe une position unique dans le système américain. Elle n'a ni l'épée ni la bourse, ni l'autorité militaire du président, ni le pouvoir budgétaire du Congrès. Son pouvoir repose entièrement sur la légitimité, sur l'acceptation culturelle que ces jugements doivent être respectés, même lorsqu'ils contrarient les présidents. Cette légitimité n'est pas automatique. Elle doit être constamment maintenue par la cohérence des raisonnements, par l'indépendance perçue des juges et par la volonté des autres branches
de se conformer aux décisions judiciaires, même lorsqu'elles sont politiquement inconfortables. Et c'est précisément pourquoi le rejet d'un appel présidentiel final porte un poids symbolique considérable. Car lorsque la Cour dit non à un président, elle ne fait pas simplement une détermination technique sur un point de droit. Elle affirme le principe que même le chef de l'exécutif reste soumis à la loi ordinaire, qu'il ne peut pas utiliser son pouvoir pour échapper aux contraintes juridiques qui s'appliquent à tous les citoyens. C'est une affirmation du constitutionnalisme contre le pouvoir personnel. Et cette affirmation a des conséquences pratiques immédiates. Elle limite les options stratégiques disponibles au président. Elle renforce la position de ceux qui, dans son entourage, ont plaidé pour plus de modération. Elle envoie un signal aux alliés politiques que certaines lignes ne peuvent pas être franchies sans coût juridique. Et elle crée un environnement où même les membres de la famille présidentielle doivent reconsidérer comment ils se positionnent publiquement. Le rôle de première dame, bien que non défini constitutionnellement, s'est développé au fil du temps en une position institutionnelle avec ses propres attentes et contraintes. Les premières dames modernes ne sont plus simplement des hôtesses de la Maison-Blanche. Elles mènent des initiatives politiques, façonnent l'image présidentielle et construisent leurs propres héritages publics qui peuvent survivre longtemps après la fin de la présidence. Cette réalité institutionnelle signifie qu'une première dame doit équilibrer plusieurs considérations souvent contradictoires. Elle doit soutenir le président publiquement tout en préservant sa propre crédibilité. Elle doit être associée au succès présidentiel tout en créant une distance suffisante pour ne pas être engloutie par les échecs. Et lorsqu'un président subit des défaites institutionnelles répétées, devant les tribunaux, au Congrès, dans l'opinion publique, cet équilibrage devient de plus en plus difficile. C'est pourquoi le positionnement distinct de Melania, arrivant précisément au moment où la Cour suprême impose des limites claires, n'est pas un accident de calendrier. C'est une réponse rationnelle aux signaux institutionnels. Lorsque les tribunaux disent publiquement que le président a dépassé ses limites, ceux qui sont associés à lui doivent décider s'ils veulent partager le fardeau de ses défaites ou créer une identité séparée. Cette dynamique n'est pas unique à cette présidence. Eleanor Roosevelt a pris des positions distinctes de FDR sur plusieurs questions. Nancy Reagan a exercé une influence modératrice sur Ronald Reagan. Hillary Clinton a développé une identité politique partiellement distincte de celle de Bill Clinton. Dans chaque cas, les premières dames ont reconnu que leur propre héritage ne pouvait pas être entièrement subordonné aux fortunes politiques immédiates du président. Ce qui rend le moment actuel distinctif n'est pas que cette dynamique existe, mais qu'elle devient visible au moment précis où les institutions judiciaires affirment leurs limites sur le pouvoir présidentiel. Cette synchronisation révèle comment le système américain fonctionne réellement, non pas comme des branches complètement séparées opérant indépendamment, mais comme un écosystème institutionnel où les actions dans une sphère créent des pressions et des opportunités dans toutes les autres. Il existe dans la culture politique américaine une tension profonde entre deux visions de la loyauté. La première valorise la fidélité absolue, l'idée que les alliés doivent défendre leur leader publiquement en toutes circonstances, que toute distance visible est une trahison. La seconde valorise l'intégrité institutionnelle, l'idée que la loyauté aux principes peut parfois exiger de prendre ses distances avec des personnes, même des personnes auxquelles on est étroitement lié. Cette tension devient particulièrement aiguë dans le contexte présidentiel où la proximité avec le pouvoir crée d'énormes pressions conformistes. Les conseillers, les membres du cabinet, les alliés du Congrès, tous font face à la tentation de subordonner leur propre jugement aux préférences présidentielles, parce que la dissidence visible peut coûter l'accès, l'influence et parfois la carrière. Mais les institutions ne survivent que si suffisamment de personnes résistent à cette tentation, si suffisamment d'acteurs maintiennent leur indépendance de jugement, même lorsque c'est politiquement inconfortable.
Et c'est précisément pourquoi les signaux institutionnels, comme les décisions de la Cour suprême, sont si importants. Ils donnent aux acteurs individuels la couverture dont ils ont besoin pour affirmer leur propre indépendance. Lorsqu'une Cour suprême rejette un appel présidentiel, elle ne dit pas simplement au président qu'il a tort légalement. Elle donne également la permission culturelle à d'autres acteurs de prendre leur propre distance. Elle crée un environnement où il devient plus acceptable de ne pas être d'accord publiquement, où la loyauté absolue n'est plus la seule posture viable. C'est dans ce contexte que le positionnement de Melania prend son sens culturel complet. En prenant une position distincte précisément au moment où la Cour affirme des limites présidentielles, elle envoie un signal que même au cœur de la Maison-Blanche, l'indépendance de jugement reste possible, que la loyauté personnelle n'exige pas la subordination complète de sa propre identité publique. Cette dynamique est importante parce qu'elle affecte comment les autres acteurs politiques calculent leur propre position. Si même la Première Dame peut prendre ses distances, alors les sénateurs hésitants peuvent se sentir plus libres de voter leur conscience. Les conseillers peuvent se sentir plus capables de donner des conseils contradictoires. Les alliés peuvent maintenir leur soutien général tout en marquant des désaccords sur des points spécifiques. En d'autres termes, ce qui pourrait sembler être simplement un positionnement personnel de Melania devient en fait un signal culturel plus large sur les limites acceptables de la loyauté présidentielle. Et ce signal arrive précisément au moment où les institutions en ont besoin, lorsque les tribunaux affirment leurs limites, mais ont besoin que cette affirmation soit renforcée par des changements de comportement dans tout l'écosystème politique. Les membres de la famille présidentielle font face à un ensemble d'incitations contradictoires qui rendent leur positionnement particulièrement délicat. D'un côté, ils bénéficient énormément de leur association avec le pouvoir présidentiel, accès, influence, attention médiatique. De l'autre, ils risquent d'être engloutis par les controverses présidentielles, leur propre réputation devenant indissociable des succès et échecs du président. Ce dilemme devient particulièrement aigu lorsqu'un président subit des défaites institutionnelles répétées. Chaque décision judiciaire défavorable, chaque bataille perdue au Congrès, chaque enquête en cours crée une pression supplémentaire sur ceux qui sont associés au président pour se demander s'ils veulent partager le fardeau de ces difficultés. Pour une première dame, ces calculs sont encore plus complexes. Elle n'a pas été élue, elle n'a pas choisi de se présenter aux élections, mais elle se retrouve néanmoins dans une position publique intense, où chaque geste est analysé, chaque déclaration scrutée, chaque choix interprété comme un signal politique. Et contrairement aux conseillers ou aux membres du cabinet, elle ne peut pas simplement démissionner si les choses deviennent trop difficiles. Donc elle doit trouver d'autres moyens de gérer sa position. Elle peut créer une identité publique partiellement distincte, centrée sur des initiatives qui ne sont pas directement liées aux controverses présidentielles. Elle peut choisir soigneusement ses apparitions publiques, signalant par sa présence ou son absence quelle position présidentielle elle est prête à endosser. Elle peut utiliser le langage corporel, le timing et la symbolique pour communiquer des nuances que les déclarations directes rendraient trop explosives. Et c'est exactement ce que nous observons. Le positionnement de Melania ne prend probablement pas la forme d'une dénonciation directe ou d'un désaccord explicite. Il prend plutôt la forme de signaux subtils, une initiative lancée au moment stratégique, un discours dont le ton contraste avec la rhétorique présidentielle, une présence ou une absence notable lors d'événements clés. Ces signaux subtils sont rationnels précisément parce qu'ils permettent de maintenir l'ambiguïté. Ils créent de la distance sans rupture ouverte. Ils préservent des options futures tout en répondant aux pressions immédiates. Et ils sont particulièrement efficaces lorsqu'ils arrivent au moment où d'autres institutions, comme la Cour suprême, envoient leurs propres signaux sur les limites du pouvoir présidentiel. Le piège pour le président dans tout cela est qu'il ne peut pas facilement répondre.
Il ne peut pas attaquer publiquement sa propre épouse sans créer un spectacle qui ne ferait qu'amplifier le signal d'indépendance qu'elle envoie. Il ne peut pas forcer la conformité sans révéler une fragilité qui contredirait son image de force. Donc, il doit essentiellement absorber ce positionnement distinct, même s'il complique sa propre stratégie politique. Cette dynamique révèle une vérité plus profonde sur les limites du pouvoir présidentiel. Un président peut commander les forces armées, opposer son veto à la législation, nommer des juges, mais il ne peut pas contrôler complètement le comportement de ceux qui lui sont les plus proches, surtout lorsque les institutions externes créent des incitations pour l'indépendance. Et c'est précisément pourquoi la synchronisation importe. Lorsque la Cour suprême rejette un appel présidentiel et que la Première Dame prend un tournant distinct presque simultanément, nous voyons comment les incitations institutionnelles et personnelles s'alignent pour créer des contraintes sur le pouvoir présidentiel que même la détermination la plus féroce ne peut pas complètement surmonter. Examinons ce qui se passe réellement lorsqu'une Cour suprême rejette un appel présidentiel final. Ce n'est pas simplement une décision technique sur un point de droit obscur, c'est la conclusion d'un processus où le président a utilisé tous les recours juridiques disponibles et où les tribunaux ont systématiquement conclu que ces revendications n'avaient pas de mérite. Cette conclusion envoie plusieurs signaux simultanés. Premièrement, elle affirme que la stratégie juridique présidentielle a échoué, pas parce que les tribunaux sont biaisés ou corrompus, mais parce que les arguments juridiques ne tenaient pas sous un examen rigoureux. Deuxièmement, elle ferme une avenue que le président espérait peut-être garder ouverte, limitant ainsi ses options stratégiques futures. Troisièmement, elle crée un précédent qui contraint non seulement ce président, mais aussi ses successeurs. Ces signaux ont des effets en cascade. Les conseillers juridiques doivent recalibrer leur stratégie. Les alliés politiques doivent décider s'ils veulent continuer à défendre une position que les tribunaux ont définitivement rejetée. Les adversaires sont encouragés, voyant que les institutions judiciaires tiennent ferme, et les observateurs neutres recalculent leurs évaluations de la force présidentielle. C'est dans ce contexte que le positionnement de Melania devient stratégiquement significatif. Si elle maintient une solidarité absolue au moment même où les tribunaux rejettent les positions présidentielles, elle lie son propre héritage encore plus étroitement à une présidence dont les limites sont publiquement exposées. Mais si elle crée une distance subtile, lançant une initiative distincte, adoptant un ton différent, signalant une identité partiellement séparée, elle préserve la possibilité que son propre héritage survive indépendamment des fortunes politiques présidentielles. Ce calcul n'est pas cynique, c'est rationnel, car les premières dames ont leurs propres héritages à protéger. Eleanor Roosevelt est maintenant considérée comme une figure historique majeure, partiellement parce qu'elle a développé une identité distincte de FDR. Nancy Reagan est créditée d'avoir influencé Reagan vers la modération dans ces dernières années. Michelle Obama a construit une marque publique qui transcende la politique partisane d'Obama. Dans chaque cas, ces premières dames ont reconnu qu'elles devaient équilibrer le soutien au président avec la préservation de leur propre crédibilité institutionnelle. Et elles ont fait cela non par calcul mesquin, mais parce qu'elles comprenaient que le rôle de première dame a sa propre dignité et ses propres responsabilités qui ne peuvent pas être entièrement subordonnées aux besoins politiques immédiats du président. Le fait que ce positionnement devienne visible précisément au moment où la Cour suprême impose des limites institutionnelles claires n'est pas accidentel. C'est la preuve que les acteurs politiques rationnels répondent aux signaux institutionnels, ajustant leur comportement en fonction de la configuration changeante du pouvoir. Lorsque les présidents subissent des défaites institutionnelles répétées, ils font face à une tentation dangereuse, doubler la mise, escalader la rhétorique, chercher de nouvelles manières de contourner les limites que les institutions imposent. Cette tentation est particulièrement forte pour les présidents dont l'identité politique est construite autour de l'image de force et de détermination inébranlable.
Mais cette stratégie d'escalade comporte des risques considérables. Chaque nouvelle tentative de contourner les institutions qui échouent ne fait qu'exposer davantage les limites du pouvoir présidentiel. Chaque déclaration selon laquelle les tribunaux ou le Congrès sont corrompus érode la légitimité des institutions tout en révélant l'incapacité du président à les contrôler. Et chaque signal d'indépendance venant de l'entourage proche, comme le positionnement distinct d'une première dame, suggère que même au cœur du pouvoir, les gens doutent de la viabilité de la stratégie présidentielle. Le risque d'accident constitutionnel augmente lorsque ces dynamiques se renforcent mutuellement. Un président frustré par les limites judiciaires pourrait chercher à gouverner de plus en plus par décrets exécutifs et urgences déclarées. Mais ces actions attirent davantage de contestations judiciaires, créant un cycle où chaque escalade présidentielle rencontre une résistance institutionnelle accrue. Pendant ce temps, ceux qui sont associés au président, conseillers, membres de la famille, alliés du Congrès, calculent constamment s'ils veulent continuer à être liés à une stratégie qui semble de plus en plus confrontationnelle et de moins en moins efficace. Et lorsque suffisamment d'entre eux commencent à créer de la distance, le président se retrouve de plus en plus isolé, dépendant d'un cercle toujours plus restreint de loyalistes absolus. Cette isolation peut conduire à des décisions encore plus erratiques parce que le président n'entend plus de conseils modérateurs. Les seules voix qui restent sont celles qui encouragent l'escalade, qui affirment que la seule erreur serait de montrer de la faiblesse en acceptant les limites institutionnelles. Et à ce moment-là, le risque d'une véritable crise constitutionnelle où le président refuse ouvertement de se conformer à une décision judiciaire claire ou où il tente d'utiliser des pouvoirs d'urgence pour contourner des limites légales explicites devient réel. C'est précisément pourquoi les signaux d'indépendance venant de l'entourage proche sont si importants. Ils suggèrent que même au cœur du pouvoir, des voix existent encore qui reconnaissent la nécessité de limites institutionnelles, que la loyauté au président n'exige pas l'abandon du jugement indépendant et que préserver la République est plus important que préserver l'image d'unité absolue autour du président. Je ne prétends pas savoir exactement ce que signifient ces événements spécifiques, le rejet judiciaire et le positionnement de Melania pour l'avenir immédiat de cette présidence. Trop de variables restent incertaines, mais je peux identifier clairement le schéma qu'ils représentent lorsque les institutions judiciaires affirment leurs limites sur le pouvoir présidentiel et lorsque même les membres de la famille présidentielle créent de la distance subtile. Nous voyons comment le système américain impose des contraintes sur l'exécutif, non pas par confrontation spectaculaire, mais par accumulation de signaux qui changent les calculs de tous les acteurs politiques. Ces contraintes ne sont pas absolues. Un président déterminé peut continuer à pousser contre elles, mais chaque poussée qui échoue révèle les limites du pouvoir présidentiel d'une manière qui encourage davantage de résistance. Et progressivement, même sans crise constitutionnelle ouverte, le système se rééquilibre. Ce rééquilibrage n'est pas toujours élégant. Il implique des tensions, des ambiguïtés et des signaux contradictoires. Mais c'est ainsi que les institutions constitutionnelles fonctionnent réellement, non comme des mécanismes automatiques, mais comme des systèmes adaptatifs qui répondent aux pressions et finalement imposent des limites même sur les présidents les plus déterminés à les ignorer.